Alors mes futurs leaders, le défi est de taille. Aujourd'hui, nous allons voir au sein de cette petite vidéo d'analyse d'une conférence TED si la communication émotionnelle s'applique à part égale et de la même manière lorsque l'on est un homme et lorsque nous sommes une demoiselle. Tout l'intérêt de cette vidéo, ce sera de découvrir si oui ou non les stratégies d'intelligence émotionnelle et d'expression de ces émotions sont les mêmes, s'il s'agit d'un homme et s'il s'agit d'une femme. Et je vous propose une petite analyse, repenser nos rapports hommes-femmes de Emma, qui a mis son pseudonyme, sur une conférence TED de Lille. C'est parti. Et ça commence tout de suite. Après le jingle, après la pub. Non, ça commence tout de suite. Là, c'est sponsorisé par le Crédit Mutuel. Donc, et OVH. Donc là, vraiment, là, c'est parfait. C'est-à-dire que je suis sponsor officiel et région Hauts-de-France. Alors non, moi, c'est Haute-Savoie. Mais là, je suis sponsor officiel de cette vidéo. Je suis une femme. Je suis une personne plutôt douce, empathique, serviable, à l'écoute de mes émotions et de celles des autres. Quand je suis triste, je n'ai pas honte de pleurer. Et quand j'ai peur, je n'ai pas honte de le dire. En fait, mon caractère est proche. Alors déjà, on sent une certaine pression. Bon, en même temps, le reste d'une conférence, elle est peut-être pas habituée à le faire. Mais on sent une certaine pression. Et je ne sais pas pourquoi son micro a été placé aussi près. On va faire un petit peu le test, vous et moi. Mais si je prends le micro et que je le place juste ici, et que vous entendez tous les petits bruits de bouche, c'est très désagréable. Alors soit on lui donne un micro qu'elle tient à la main, parce qu'elle m'a pas l'air d'avoir des slides à passer. Je sais pas pourquoi elle a une télécommande à la main, peut-être pour un prompteur. Mais déjà, on voit qu'au niveau des bases, je pensais que TED avait beaucoup de moyens, je pensais sponsoriser suffisamment et financièrement tout ça, mais c'est pas vraiment le cas. Bon, c'est dommage, on lui a un petit peu pas forcément mis le meilleur setup pour pouvoir faire une magnifique conférence. De celui de beaucoup d'autres femmes. Et vous vous dites peut-être que je suis née comme ça, que nous sommes, nous les femmes, biologiquement prédestinées à être douces, sensibles, empathiques et serviables. Alors, si, il y a un diaporama. Elle annonce être une femme, elle annonce toutes les caractéristiques un peu féminines, toutes les qualités féminines, c'est-à-dire la douceur, l'écoute, les émotions, etc. Sauf que c'est vrai que la tenue vestimentaire ne trompe pas. Le jean à l'américaine, le t-shirt très serré. Bon, l'avantage des femmes, c'est que vous avez une possibilité presque infinie de couleurs, de textures, de pièces différentes dans votre garde-robe. Là où nous les hommes, petite chemise, bon aujourd'hui on sort la chemise en lin, mais chemise coton, chemise en lin, et puis c'est tout, à moins de mettre une chemise en velours, polo, t-shirt, et il n'y a pas d'autre possibilité. Alors que chez la femme, on va pouvoir avoir des robes, des jupes, des robes longues, des robes courtes, etc. Là, elle nous choisit une tenue vestimentaire, on sent déjà que son introduction est en désaccord avec ce qu'elle est en train de prôner et de montrer. Donc que ce soit la tenue vestimentaire, le comportement physique aussi, la grâce, la douceur dans sa voix, dans ses propos. Et forcément, on sent déjà un peu le ton ironique du début de sa conférence. C'est moi, à 3 ans. Quand j'ai su que j'allais devoir aller à l'école primaire, j'avais pas du tout envie. J'étais terrifiée. J'aimais bien l'environnement de ma maison, mon papa, ma maman. Je voulais pas aller dans un endroit inconnu, avec des gens inconnus. Alors quand je suis entrée à l'école, j'arrêtais pas de pleurer, j'étais complètement perdue. Et les dames qui s'occupaient de moi à l'école, elles me prenaient dans leurs bras et elles me consolaient jusqu'à ce que ça passe. Mais j'étais pas la seule à pleurer. Les petits garçons qui étaient avec moi... Alors, pas sur le fond du discours, mais sur la forme, si vous êtes invité, je vous donne aussi des conseils sur la prise de parole, et oui, sur la communication. Si vous êtes amené à faire une conférence, un des éléments importants qui va vraiment faire que votre conférence, vous allez pouvoir briller à l'oral, vous allez être à l'aise socialement, c'est le jeu de la respiration, votre capacité de gérer vous-même vos émotions et de savoir parler en public avec une grande aisance.
Votre respiration est un atout et un vrai allié pour votre prise de parole. Et là, on sent que justement, ces respirations sont très saccadées. Elle va parler, elle va prendre une grande inspiration, mais on sent qu'en fait, tout le long de sa prise de parole, de sa conférence, elle va avoir cette difficulté de respiration et on va sentir que elle parle à bout de souffle avec une voix qui ne descend pas, qui reste dans la gorge, qui reste dans la bouche. Et ensuite, et alors ça, c'était, vous voyez, donc le but c'est vraiment d'avoir une respiration très profonde lorsque l'on va communiquer, lorsque l'on va parler. À l'école, ils pleuraient aussi, autant que moi. Ils étaient perdus comme moi. Sauf que les dames, elles les prenaient pas dans leurs bras. Elles leur disaient « Hé, un petit garçon, ça pleure pas, prends-toi en main, reprends-toi, sois courageux. » Quand j'ai quitté la primaire, Alors là, je l'arrête parce que je pensais qu'elle allait continuer à la primaire. Je ne me souviens pas qu'il y avait un favoritisme en l'honneur des femmes et qu'il y avait des hommes qui étaient défavorisés, des enfants, des petits garçons qui étaient défavorisés à l'époque. J'avais plutôt l'impression que personne n'avait envie d'aller à la maternelle, personne n'avait envie d'aller au CP et que tous les enfants pleuraient un petit peu, de tristesse de quitter un petit peu leurs parents et que tous les parents étaient là, allez, vas-y mon grand, sociabilise un petit peu, va en cours et que ce soit les garçons ou les filles, il n'y avait pas cette notion de c'est bon, tu es une fille, tu peux pleurer, et non, non, tu es un garçon, tu dois te retenir. Soit on a eu une éducation, que ce soit dans la famille ou dans le cadre scolaire, qui visait à, bon, il faut pas pleurer, c'est juste aller à l'école, tout le monde le fait. Soit on avait une éducation qui était peut-être plus douce, c'est pas grave, exprime-toi, mais tu pourras revenir à la maison ce soir, hein, tu vas pas dans une prison. Mais cette pensée là, on sent que ça commence à glisser sur du féminisme là. Hein. Une différence homme-femme, je pense pas qu'il y avait de différence entre les petits garçons et les petites filles. moi, j'avais pas beaucoup changé. Avec mes copines, on parlait toujours beaucoup de nos émotions, de nos joies, de nos peines. Et quand on était triste, on pleurait encore. Mais les garçons qui étaient avec nous au collège, ils pleuraient déjà plus. Alors je vais pas dire qu'ils parlaient pas. Ils parlaient beaucoup, plus que nous même. Mais ils parlaient d'action, d'aventure, de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils allaient faire. Mais ils parlaient pas de leurs émotions. En réalité, tout ça n'a rien d'inné. On ne fait qu'appliquer ce qu'on nous a appris depuis tout petit, à savoir qu'il existe deux catégories, les hommes et les femmes, et que notre sexe de naissance détermine celle à laquelle on appartient. Bah oui, il existe deux catégories, les hommes et les femmes, ouais. Oui, il existe vraiment deux catégories, les hommes et les femmes. Après, ce qu'elle annonce, et là on sent que ça commence à glisser sur du pseudo-féminisme, parce que le féminisme en soi peut être très très utile, mais le féminisme pratique. J'avais d'ailleurs détaillé le livre de Julien Rochdy et fait un très long résumé sur son livre, je ne me rappelle plus du nom. En tout cas, vous tapez Julien Rochdy ou William Moreau sur YouTube et vous le retrouverez. Et il explique que ce féminisme idéologique nuit aux femmes et n'est pas très très utile, et principalement idéologique et politique, alors que le féminisme pratique, qui vise vraiment une égalité sur les droits, sur les choses comme ça, et sur les réussites des uns et des autres, là on n'est pas du tout là-dessus. Là, on est sur une construction qui vise à dire que c'est dès la naissance, il n'y a pas d'aptitude, de choses naturelles qui sont construites en nous, dans nos gènes, depuis des milliers et des milliers d'années. Tout n'est que construction parce qu'on a un papa qui nous a dit « ne pleure pas mon garçon » et parce qu'on a une maman qui nous a dit « c'est bien, exprime-toi ma fille », eh bien on en arrive à des situations comme ça. À aucun moment, elle se dit que peut-être que parce que les garçons sont plus attirés par des jeux violents, par des actions d'aventure, par toutes ces notions-là, ils vont par conséquent avoir une meilleure maîtrise de leurs émotions et avoir un certain stoïcisme en évitant d'en parler, alors que les filles, elles, vont être plus barycentrées sur leurs émotions dès la naissance, dès le plus jeune âge, en allant chercher des activités qui justement stimulent ces mêmes émotions, alors que les garçons vont plutôt les inhiber. Mais, encore une fois, sous couvert d'un certain féminisme idéologique, tout ça, ce ne serait qu'une construction des parents, de la société. Alors, il y a toujours un grand méchant loup quelque part, hein, on ne sait pas qui c'est, le patriarcat peut-être, peut-être en parler dans 2 minutes. En tout cas, je vous invite à plus vous référer à des notions, certes, de prendre en considération la société,
l'environnement familial qui vous construit, mais aussi de voir que vous avez une nature profonde qui est bien présente. Tiens. Et avec ces catégories viennent des comportements recommandés. Ainsi, les filles, on va nous encourager à être douces, sensibles, empathiques. Et les garçons, on va les encourager à être forts, courageux et ambitieux. Mais avec ces comportements recommandés viennent aussi des interdictions. Ainsi, à les filles, très tôt, on va nous décourager d'être trop turbulentes, de prendre trop de place, de parler trop fort, de nous mettre en colère. Et les garçons vont être découragés de pleurer quand ils sont tristes, de dire quand ils ont peur, de parler de leurs émotions. Alors là, elle fait un parallèle très étrange et très bizarre. Elle a dit que les filles, il fallait pas qu'elles se mettent en colère, qu'elles soient pas turbulentes et qu'elles ne parlent pas trop fort. Pas se mettre en colère, c'est donc par conséquent ne pas exprimer leurs émotions. Et elle vient de dire juste après que les hommes n'ont pas à exprimer leurs émotions. Donc je comprends pas. En fait, ce qu'elle explique tout simplement, c'est qu'à l'école, on n'a pas envie que tu foutes le bordel et on n'a pas envie que ce soit la cohue, que ce soit dans la cour de récréation ou carrément en cours. Et par conséquent, on cadre un petit peu les gens, mais que ce soit les hommes ou les femmes, que ce soit les garçons ou les filles, en l'occurrence à cet âge-là. Pourtant, si l'être humain a un panel aussi large, aussi riche, aussi coloré d'émotions, c'est bien parce qu'on a besoin de chacune d'entre elles pour ressentir, interpréter et réagir aux événements qu'on rencontre. Et on ne peut pas en supprimer ou les interchanger. Priver sitôt les enfants d'une partie de leurs émotions, c'est créer chez eux un déséquilibre qui vont porter jusqu'à l'âge adulte. C'est comme ça que nous, les femmes, une fois adultes, on va avoir du mal à se mettre en colère quand on se sent agressé ou dérangé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, dans la rue ou dans les transports, des femmes qui sont harcelées. Oula, alors là on glisse dans tous les sens. Là c'est une vraie patinoire. On passe d'un sujet à l'autre sans qu'il y ait vraiment de lien entre les éléments. On passe des enfants au harcèlement de rue. Donc là, on a encore une fois la salade tomate-oignon du féminisme et on ne voit pas trop les liens entre les différents éléments. On ne va pas priver les gens de leurs émotions et tout le monde n'a pas besoin de ressentir chaque émotion pour pouvoir avoir un certain équilibre dans son quotidien. Il y a des gens qui vont être plus jaloux que d'autres. Il y a des gens qui vont se mettre plus en colère que d'autres. Il y a des gens qui vont être plus tristes que d'autres. Il y a des gens qui vont être plus sensibles aussi aux émotions que d'autres. Est-ce que parce qu'on n'est pas hypersensible, est-ce que parce qu'on ne ressent pas de colère, de jalousie, de peur, de tristesse, on est par conséquent déséquilibré? C'est la question que je vous pose. Je pense que vous connaissez très bien la réponse à ça. Au travail, une collègue qui est serrée de trop près par un collègue un peu libidineux qui lui tire l'épaule, qui lui parle de trop près et qui lui fait des blagues salaces. Eh bien, dans ce genre de situation, on a tendance à sourire. Et c'est pas parce qu'on aime ça que le collègue libidineux... Mais je comprends pas. Vous exprimez vos émotions, elle explique que les petites filles expriment leurs émotions et que les garçons ne savent pas le faire. Par contre, quand il y a le collègue libidineux qui vient se frotter en faisant des petites blagues salaces, là, elles sourient juste et elles ne savent pas exprimer leurs émotions. Ah, je comprends plus rien là. Là, je comprends plus rien. D'ailleurs, on sent vraiment que son discours est pas très très animé. On sent vraiment qu'elle n'est pas vraiment passionnée par ce qu'elle va dire. Et ça, c'est plus un conseil de communication. Mais on sent que dans le timbre de sa voix, c'est très mou. Rajoutez à ça le stress par-dessus. Sa conférence, voilà, 60 000 vues pour un média qui a 37 millions d'abonnés. Et sur une thématique qui pourtant a le vent dans le dos hein, sur le féminisme et les rapports hommes-femmes. À la fin de cette vidéo, vous aurez ma conclusion sur est-ce que oui ou non les femmes doivent autant exprimer leurs émotions que les hommes, est-ce que les hommes doivent autant exprimer leurs émotions que les femmes et comment le faire. C'est l'objectif de cette vidéo, c'est de vous sensibiliser à tout ça et... Non, je mettrai la pub juste après. Ils nous touchent et qu'ils nous fassent des blagues pourries. En fait, c'est parce qu'on est gêné, mais qu'on nous a toujours appris que se mettre en colère, c'était pas féminin et qu'il fallait pas déranger.
Et pour ne pas le déranger lui, eh ben on se laisse être. Oui, mais tu peux ne pas être en colère, mais tu peux être triste. Tu peux montrer d'autres choses. Tu peux montrer de la honte, par exemple. Tu peux montrer d'autres émotions que la colère pour justement parler de tout ça. Déranger, nous. Alors, les hommes, eux, ils ont moins de problèmes à se mettre en colère. Quand ils se sentent agressés, ils savent se défendre. Par contre, ils vont pas s'autoriser à pleurer quand ils sont tristes. Ils vont pas s'autoriser à dire quand ils ont peur. Et ils vont pas parler de leurs émotions, ni s'ouvrir à celles des autres. Parce que pour eux, ça, c'est un truc de femme. En ce moment, le mardi, j'accompagne l'école de mon fils à la piscine. Et vous savez ce qu'ils se disent, les petits garçons, dans les vestiaires, quand ils veulent se moquer les uns des autres, ou qui sont fâchés? Ils se traitent de filles, comme si c'était une insulte. Et je peux vous garantir que dans le vestiaire des filles, dans lequel je vais parfois aussi donner un coup de main, Ils ne se ben, traitent pas de personne garçons. se traite de garçon. D'accord. Alors, je ne fréquentais pas le vestiaire des filles. Moi, j'étais dans le vestiaire des garçons. Je ne sais pas pourquoi elle va dans le vestiaire des garçons, d'ailleurs. Bon, pourquoi pas. Mais, je pense que beaucoup de femmes qui doivent d'ailleurs avoir une petite poitrine ou qui doivent avoir des traits masculins et qui, à l'âge de l'enfance, de l'adolescence, certaines femmes vont vraiment avoir un développement hormonal plus rapide que d'autres. Et par conséquent, je pense que toutes ces femmes-là ont dû se faire moquer d'hommes, tu ressembles à un mec, etc. Tu n'es pas féminine. Bon, là c'est mis sous silence, c'est mis de côté. Il n'y a que les garçons qui s'insultent de filles entre eux. Bon, là c'est pareil, hein, on n'a aucun élément, aucun argument. On est sur j'accompagne mon fils à l'école et je vois ça, hein, j'entends ça, je fréquente le vestiaire des garçons. Bon, moi je suis plus pragmatique que ça, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les analyses et je me demande toujours par rapport à mon propre vécu, faites pareil de votre côté, dites-le nous en commentaire, hein, ça augmentera le côté quantitatif de la chose. Mais est-ce que dans la part de toutes les femmes qui me suivent et qui regardent cette vidéo, vous êtes déjà fait traiter de garçon quand vous étiez petite, etc. J'attends vos commentaires. En fait, les enfants, ils font que renvoyer ce que le monde adulte leur montre. Que le masculin, c'est positif. Et puis, il y a un truc qui m'énerve. Pourquoi elle a un t-shirt avec un démon dessus, un espèce de truc un peu satanique là? Sa tenue me gêne énormément. Ses cheveux aussi me gênent énormément. Ça doit lui tenir chaud. Elle doit transpirer. Hein. Sachez-le, j'ai les cheveux longs et si je les détache, je peux vous dire que je vais commencer à avoir très très chaud. Elle est à moitié luisante sur scène. Il y a les projecteurs et la chaleur de la scène. Donc on voit vraiment que le côté physique, elle met tout ça de côté. Pourtant c'est bizarre, elle a le bassin large, donc normalement elle a une certaine capacité de reproduction. Mais bon là on va trop sur la physionomie là. Comporte-toi en homme, il faut avoir des couilles pour réussir. Mais fais pas ta gonzesse, tu cours, tu lances comme une fille. Car ces catégories, en fait, qu'on nous attribue, elles sont distinctes, voire opposées, mais elles sont aussi hiérarchisées. Et le masculin, c'est toujours ce qui va être considéré comme positif. Le courage, l'ambition, ce qui permet de réussir. Le féminin, ça va toujours être vu comme des qualités un peu secondaires, de seconde zone, futiles. En fait, on s'intéresse au féminin que quand il vient en support, en soutien du masculin pour lui permettre d'effectuer son ascension dans la société. C'est pour ça qu'on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme qui a travaillé dans l'ombre. Alors là, c'est ma capacité de ne pas prendre les choses personnellement, de ne pas aller attaquer la personne que j'analyse en vidéo. Là, j'accorde un très bon point et un gros bonus à Emma. Le petit carton pour Emma. Oui, Emma a raison là-dessus. La société actuelle a transformé les qualités masculines comme des qualités vraiment valorisées, des qualités essentielles. Les traits de personnalité masculins, que ce soit la virilité, la force, le courage, la bravoure, etc. Et a mis totalement de côté, a balayé d'un revers de main et très rapidement toutes les qualités féminines, l'empathie, la douceur, l'intelligence émotionnelle, l'analyse non verbale. Moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup de femmes par téléphone qui ont peu de difficultés dans ces domaines-là. Par contre,
elles vont avoir des difficultés en négociation, en vente, en communication. Et là, les gars, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire aucune compétence émotionnelle, aucune intelligence émotionnelle, etc. Et j'accorde un point à Emma qui dit vrai là-dessus, la société a vraiment transformé les valeurs féminines et les a balayées d'un revers de la main au profit des valeurs masculines. Alors on pourrait s'interroger sur les causes de ça, capitalisme, libéralisme, toutes ces notions-là. Mais en tout cas, là, Emma a raison là-dessus. Moi, je vous propose de revaloriser les qualités féminines, la douceur, l'empathie, l'écoute, l'expression des émotions. Et justement, pour ce faire, quoi de mieux que... Alors t'es sûrement en train de te demander qu'est-ce que William va me présenter et qu'est-ce qu'il me réserve. Alors écoute bien, car la solution va te permettre d'avoir une meilleure compréhension de toi et des autres, d'améliorer la profondeur de ta communication, de savoir mieux gérer tes émotions, d'augmenter ton empathie, de contrôler la colère des autres, d'améliorer ta prise de décision difficile, d'avoir de meilleures relations au travail et professionnelles, d'être plus souvent sujet aux émotions positives, d'accroître ta sérénité, d'être capable de travailler en équipe, de développer ton assertivité, mais aussi de savoir exprimer tes émotions et tes sentiments. Alors, quelle est cette solution? Quelle est cette solution? Roulement de tambour fictif? Eh bien, c'est le programme Life 2.0 sur l'intelligence émotionnelle. Une formation complète pour te permettre de travailler non pas en 5 mais en 6 étapes ton intelligence émotionnelle. Pour reprendre le contrôle de tes émotions, savoir les placer en conversation, savoir gérer celles des autres et exploiter tout ça dans ta réussite professionnelle comme personnelle. À travers 42 leçons de formation, plus de 6 heures de formation, tu découvriras tous les secrets de l'intelligence émotionnelle. Pour rejoindre le programme, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, tu retrouveras le lien de la page de présentation de Life 2.0. Tu auras simplement à cliquer sur rejoindre le programme, remplir le bon de commande avec tes informations et tu recevras automatiquement ton accès par email. Tu retrouveras sur le programme de formation toutes les ressources, les fiches PDF, le canal pour échanger directement avec moi car c'est un accompagnement et toutes les ressources dont tu auras besoin pour muscler ton intelligence émotionnelle. Profites-en, car cette opportunité s'ouvre à toi et c'est le moment d'en profiter. Alors nous les femmes, on se rend assez vite compte qu'il y a arnaque. Moi, quand j'étais petite, j'ai vu les contes de fées. J'ai dit que ça allait pas me convenir, il est où le conte où la princesse elle va tuer des dragons. Et alors qu'est-ce que j'ai... Oui, bah c'est un garçon manqué, quoi. C'est un garçon manqué qui, depuis tout petit, on s'étonnerait pas qu'elle ait par exemple un frère ou deux frères, ou qu'elle soit fille unique, mais qu'elle ait toujours rêvé d'être un garçon. Et elle va contre sa propre nature. Et par conséquent, bon, elle a regardé des dessins animés, mais elle voulait tuer des dragons. Bon, alors j'aime bien les références, hein, déjà. On voit un petit peu le niveau intellectuel des références qu'elle a. C'est-à-dire, j'emmène mon fils à la piscine et j'ai des oui-dire dans les vestiaires des garçons. Et puis sa deuxième référence, c'est Disney. Bon. J'ai fait pour essayer de sortir un peu de mon rôle. J'ai essayé de me débarrasser de mes qualités dites féminines. Et j'ai longtemps dit pour me valoriser que j'étais pas une vraie fille. Sous-entendu, je suis pas coquette, émotive, je ne m'intéresse pas à des choses futiles. Mais en fait, en faisant ça, j'ai jamais obtenu un rôle égal à celui des garçons. Alors là, elle vient d'expliquer très rapidement, très simplement, un phénomène naturel. C'est-à-dire qu'elle ne va pas réussir à atteindre, en mettant de côté sa féminité, en mettant de côté ses compétences naturelles de femme, en mettant de côté ce pourquoi elle a été créée. Elle a mis ça de côté et elle a voulu suivre la quête d'un homme, suivre l'idéal masculin et suivre tout simplement le chemin qui est destiné à tous les hommes qui peut-être l'écoutent dans la salle. Et elle est devenue finalement une version féminine pas très attirante parce qu'elle n'a plus de qualité féminine. Donc je ne parle pas sur le plan physique, hein, je parle vraiment de manière pragmatique. Même elle ne se revendique pas comme féminine, elle vient de le dire. Et elle a voulu devenir un peu une sorte d'homme. Sauf qu'en fait, c'est devenu clairement un sous-homme. C'est-à-dire que toutes les femmes qui essayent, alors il y en a qui réussissent,
toute petite minorité tout en haut, mais toutes les femmes qui vont essayer de mettre de côté toutes les qualités féminines et de tirer vers uniquement des qualités masculines, bah on voit ce que ça donne, hein. Peut-être des références du type Alice Coffin, etc., Sandrine Rousseau. Bon, bah ce sont des femmes déconstruites, des sous-hommes finalement, des hommes ratés, et elles n'arrivent pas à avoir la même force physique qu'un homme, la même virilité qu'un homme, les mêmes résultats qu'un homme, etc. Bon, dommage la petite Au Emma. milieu, je suis arrivée au statut de garçon manqué. Voilà. C'est celle qui a essayé d'être un garçon, mais elle s'est ratée, au bout du compte. Bah oui, parce que quand on est naturellement fait pour quelque chose, je vais vous prendre un parallèle, et il faut bien que vous compreniez qu'il n'y a pas de méchanceté dans ce que je vais dire, c'est elle-même qui l'annonce. Je fais 1m80, j'ai des tibias qui sont comme ça, et j'ai un mollet qui est comme ça, sur mon tibia. Vous voyez. Donc forcément, bon, je suis prédisposé pour des notions de basket, même si je fais que 1m80, 82, je suis prédisposé pour ces notions de basket, peut-être pour des sports un petit peu de combat ou quoi que ce soit, mais pour aller faire de la musculation et avoir un super physique ultra athlétique et pour faire du bodybuilding, non, mes mollets sont ultra courts. Donc forcément, je vais pas aller dans une discipline dans laquelle j'ai pas été génétiquement prédisposé pour tout ça. C'est pareil, si je vais détester la rivalité, si je vais détester le fait d'être en compétition avec les autres, je vais pas aller dans un milieu ultra compétitif, professionnellement parlant. Bon, bah là c'est en fait la même chose. Emma, elle a des prédispositions naturelles, pourtant elle a le bassin assez large, etc. Mais elle va sur d'autres terrains qui sont des terrains sur lesquels, bah forcément, elle doit fournir 5, 10, 15 fois plus d'efforts que les autres pour avoir ne serait-ce que le 10e de leurs résultats. Donc forcément, bah, ça lui plaît pas et elle nous fait une conférence TED là-dessus. Alors j'ai abandonné, j'ai accepté le rôle que m'attribuait la société et j'ai développé mes facultés d'empathie, d'émotivité, de sensibilité. Et ben voilà. Pour les hommes, c'est plus dur de se rendre compte qu'il y a arnaque. Pourtant, le prix à payer, il est là aussi. C'est le poids permanent de devoir toujours être confiant, de toujours avoir l'air de savoir où on va, de jamais pouvoir s'autoriser à pleurer, à dire qu'on a peur, à parler de ses émotions. Mais ce poids, la plupart des hommes l'acceptent parce que ça leur permet d'avoir une place supérieure à celle des femmes dans la société. Il n'y a pas de place supérieure aux femmes dans la société. La rivalité homme-femme, une petite bourgeoise qui habite à Paris et un petit paysan, un petit agriculteur qui habite à la campagne, qui a la place supérieure dans la société. C'est le petit paysan qui a confiance en lui, qui prend ses responsabilités d'homme et qui a une magnifique femme à la maison, une charmante femme à la maison, ou la petite bourgeoise qui gagne des millions parce qu'elle est de bonne famille. Et il n'y a pas de place dans la société. On ne compare pas hommes et femmes. Est-ce qu'un coiffeur est mieux qu'une coiffeuse? Ça, c'est vraiment du féminisme à deux balles. Une place valorisée, un confort financier. Par contre, ce qui peut être intéressant, si vous voulez une petite analyse là-dessus, les hommes qui prennent leurs responsabilités d'hommes, il y en a de moins en moins, mais vu que vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous devez en faire partie. Les hommes qui prennent leurs responsabilités d'hommes développent une forte confiance en eux. A contrario, et c'est cette pression justement qu'elle évoque, si vous avez cette pression, ça peut vous transcender, ça peut vous permettre de vous surpasser et de développer une confiance en vous que 99% des femmes n'auront jamais. Parce qu'elles n'ont pas cette même pression, elle vient de l'expliquer, et par conséquent, elles ne pourront jamais se transcender au même titre que vous pouvez vous transcender là-dessus. La pression qu'il y a sur les hommes pour réussir financièrement, socialement, sexuellement, à tous les niveaux, elle est énorme. Alors que les femmes, à ce niveau-là, une femme qui ne va pas gagner des millions, qui ne va pas pouvoir payer 70-80% des dépenses du foyer, c'est pas très grave. Elle a qu'à sortir avec un mec qui va les payer. Par contre, si vous êtes un gars qui ne peut pas assurer 80% des ressources du foyer et qui assure 30 ou 40, là c'est plus compliqué pour vous les gars. Et l'accès à une intégrité physique et à une dignité que les femmes n'ont pas toujours. Alors vous dites peut-être qu'en même temps...
Je sais pas pourquoi tu parles de ça, t'as peut-être des infos. Une intégrité que les femmes n'ont pas dans la société. Donc les femmes manquent d'intégrité parce que là son raisonnement va trop loin. Là. Son raisonnement va trop loin. Là. Le monde est comme ça, qu'il faut se masculiniser pour réussir, être compétitif, être le meilleur, être ambitieux. Je vais vous raconter autre chose. Je vous ai déjà dit que j'étais une femme. Je suis aussi une ingénieure en informatique. Oh, comme c'est bizarre! Donc elle a vraiment été contre toutes ces prédispositions naturelles et s'est orientée vers certaines disciplines. On voit que quand même professionnellement elle a réussi à avoir un diplôme d'ingénieur. Alors il faudrait voir quel diplôme d'ingénieur, hein. Pas mal de diplômes qu'on peut aujourd'hui acheter. Bon, il faudrait voir. Et puis il faudrait voir dans quoi elle bosse, si elle est vraiment performante là-dedans ou quoi que ce soit. En tout cas, oui, c'est vraiment un garçon manqué. Elle a une forte appétence pour des aptitudes et des traits de caractère qui sont principalement masculins. Je crois qu'en informatique, c'est 5% de filles pour 95% de garçons. Et les 5% de filles sont uniquement des filles qui sont des garçons manqués d'un point de vue physique, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue émotionnel, etc. J'ai effectué ce métier pendant 12 ans. Je développais des logiciels et j'adorais ça. Quand le code se mettait en place pour faire exactement ce que j'attendais de lui qu'il fasse, j'ai toujours trouvé ça plus simple que la vie réelle. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai évolué dans des équipes plutôt mixtes. Et au début, j'ai pas eu besoin de changer. J'étais toujours douce, empathique et serviable. Le matin, j'apportais des gâteaux à mes collègues. Je connaissais les prénoms de leurs enfants. Je m'inquiétais d'eux quand ils étaient malades. Et quand des nouvelles recrues arrivaient, je leur montrais les locaux, je leur montrais leur poste de travail et j'étais toujours disponible pour les aider à monter en compétences dans leurs tâches. Et je pense vraiment pas que ça faisait de moi une moins bonne ingénieure. Ah non, ça faisait de elle une meilleure ingénieure que les autres qui avaient des traits de caractère peut-être masculins et donc aucune empathie. Un nouveau qui rentre dans la boîte, moi je l'ai vécu entre guillemets, hein, j'ai jamais vraiment été salarié, même si j'ai fait 1 an d'alternance. Et ensuite, dès la fin de mes études, j'ai été entrepreneur et indépendant, mais il faut l'avouer, je ne l'ai encore jamais dit, j'avais postulé et j'avais eu un entretien, j'avais même eu un contrat. Le contrat était sur la table, le salaire n'était pas suffisamment élevé selon mes exigences, mais j'avais failli rentrer dans une boîte qui, bon, je ne vais pas donner les détails là-dessus. Et donc, lorsqu'on m'avait présenté à l'équipe, lorsqu'on m'avait présenté aux personnes avec qui j'allais sûrement bosser, moi j'allais être dans toute la partie référencement de tout leur site internet, etc. Eh bien, tous ceux qui étaient développeurs, tous ceux qui travaillaient vraiment sur ces notions-là et tous les mecs qu'il y avait dans l'entreprise, eh bien, lorsqu'il fallait m'accueillir, lorsqu'il fallait créer un premier contact avec moi, c'était très froid, ils se retournaient à peine de leur chaise et ils jetaient un petit coup d'œil. Alors que toutes les filles qui étaient plus dans la partie communication, bah là c'était bonjour, c'était des présentations, c'était une petite interaction. Donc ça c'est vraiment une force féminine, le côté social, le côté émotionnel. Et là elle va nous annoncer sûrement que ça lui a fait défaut peut-être dans sa carrière et que par conséquent elle a supprimé ça. Je sens ça venir. Hein. Et je pense encore moins, je suis sûre que ça faisait de moi une bonne personne et une bonne collègue. Bah oui. Mais après, j'ai voulu prendre des responsabilités. Alors, je suis montée d'un cran dans la hiérarchie. Et autour de moi, il n'y avait plus que des hommes. J'ai acquis la responsabilité de l'équipe de qualité du logiciel qu'on développait. Le travail de mon équipe, c'était de s'assurer que le logiciel marchait bien, qu'il n'avait pas de bugs et qu'il faisait exactement ce qu'on attendait de lui qu'il fasse. Sauf que c'était pas l'objectif de mon entreprise. L'objectif de mon entreprise, c'était de vendre ce logiciel au plus grand nombre de clients possible, pour le plus cher possible, et qui lui coûte le moins cher possible. Ouais, la base d'une structure, la base d'une société finalement, c'est-à-dire augmenter ses marges, avoir le plus de clients possible. Il n'y a aucune société qui va vous dire non, on veut aucun client. Hein. N'achetez pas la formation Life 2.0. Hein. 2 achats, pas plus. Hein. S'il y a 5 achats, mon Dieu, ça va être une angoisse. J'ai des factures à faire, des choses, mon Dieu, les déclarations à l'URSSAF, des gros montants. Non, surtout n'achetez pas. N'achetez pas. Moi, j'ai une société, je veux vraiment pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de clients. C'est le mieux possible. Hein.
Puis d'ailleurs, si je peux même vous offrir la formation gratuit, c'est encore mieux, hein. Donc là, Emma, elle a son petit côté anticapitaliste, son petit côté anti-entreprise, son petit côté, on ne sait pas trop quoi, hein, parce que la création de valeur, du coup, il y en aurait pas. Bon. Alors, ils investissaient beaucoup sur le commerce, le marketing, et très peu sur nous, les ingénieurs qui produisions le logiciel. Et on s'est retrouvés dans une situation où on était obligé de se battre, chaque chef d'équipe, les uns contre les autres, pour avoir des ressources pour son équipe. Oui, ça c'est la base d'une startup, hein. Donc, elle dit pas dans quoi elle bosse, mais visiblement c'est dans la tech. Visiblement, elle a un petit peu évolué. Elle a pris en responsabilité assez rapidement. Il y avait visiblement des personnes à accueillir régulièrement. Donc c'est vraiment le profil type d'une startup qui va grossir et ils vont passer d'un petit noyau de 10 personnes à 50 personnes, à 100 personnes. Et donc Emma, elle a profité de tout ça. Et après, c'est un petit peu la guéguerre entre tout le monde parce qu'on n'a pas vraiment appris à se connaître, la structure n'est pas bien en place et tout le monde essaie de tirer un petit peu sur la levée de fonds qui a été effectuée pour pouvoir empocher le plus d'argent possible pour son secteur d'activité, hein, pas pour dans sa poche, et pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais là, je vois déjà le coup venir. Alors, j'ai pas regardé la vidéo en amont, je l'avais regardée il y a 2-3 mois. Elle va nous dire quelque chose du type, moi, quand il fallait rivaliser avec les autres chefs et les autres secteurs d'activité, j'y arrivais pas. Je prends le pari. Like si c'est la finalité. Alors je précise que quand je parle de ressources, je parle d'ingénieurs. Des vrais gens avec des vrais bras et des vraies jambes qui vont développer le logiciel. Et on se les bataillait comme si c'était des chaises, des tables ou des ramettes de papier. C'est ce à quoi on était réduits. Alors on faisait des réunions où on était tous autour d'une table et chacun essayait de parler plus fort que le voisin pour avoir des ressources pour son équipe. Tout le monde criait. C'était un point où, quand je finissais par réussir à avoir quelqu'un, il y a des chefs d'équipe qui débarquaient dans mon bureau par 2 ou 3. Ils s'arrêtaient debout devant ma chaise et se mettaient à me crier dessus pour que je rende l'ingénieur. Moi, ça me faisait le même effet que si Dark Vador venait de rentrer dans mon vaisseau, comme ça. J'avais la bouche sèche, le cœur qui tapait à fond, les mains qui tremblaient. Et j'avais envie de trouver la table la plus proche pour me cacher dessous et attendre qu'ils partent. Mais je pouvais pas faire ça parce que j'étais chef. Alors... Et oui, et là on en arrive au fait que Emma, elle a voulu aller contre sa nature propre, elle a voulu aller contre ses prédispositions naturelles, et elle en arrive à la compétence, oui, elle est chef, responsable, au même poste qu'un homme, mais il y a des différences. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cette forte confiance en elle, cette virilité, et les autres débarquent dans son boulot en lui disant « on reprend les ingénieurs, on reprend les ressources ». Et ouais, parce que là c'est la compétition. Et là, il n'y a plus d'histoire d'égalité, etc. Tu as le même poste. Tu as le droit de te batailler ensuite dans l'entreprise. Et c'est cette égalité que beaucoup de féministes modernes veulent imposer, mais ça ne s'impose pas. Si Emma, elle n'est pas capable de défendre ses ingénieurs, si elle n'est pas capable de les garder, elle n'a pas assez de virilité et elle n'a rien à faire à ce poste-là. Alors certains vous diront, oui, mais c'est toxique dans cette entreprise. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Après, Emma, elle aurait très bien pu partir de l'entreprise, faire autre chose de sa vie, etc. C'est peut-être d'ailleurs la conclusion de son TED Talk, hein. Alors, j'essayais de m'imposer, je me levais aussi, je parlais fort, je criais pour garder mon ingénieur. Et puis une fois qu'ils étaient partis, je craquais, j'allais pleurer en cachette. Voilà. À cette époque, j'ai fait une dépression et j'ai dû abandonner mon poste. Alors, elle nous parle au tout début d'équilibre, hein. Il faut avoir toutes les émotions pour être équilibré, etc. Emma, elle va contre la vie, elle va contre ses prédispositions, elle va contre sa nature féminine, et ensuite, elle nous tape une dépression. Oui, logique. Je vois pas ce qu'il y a dit logique là-dedans, et d'ailleurs Emma, elle aurait dû le voir arriver en fait, hein. On prend n'importe qui n'a pas des prédispositions naturelles à la compétition, l'ultra-compétitivité, etc. On le met dans un milieu ultra-compétitif, ça finit forcément par une dépression. C'est comme on prend un programmeur, un informaticien, quelqu'un qui justement aime travailler et peut-être même introverti, et aime travailler tout seul dans un environnement solitaire. On le met dans un endroit, on le fait devenir agent immobilier, commercial de terrain, il va nous faire une dépression également. Donc en fait,
quand on n'est pas dans un secteur qui est en adéquation avec nos valeurs, en adéquation avec notre nature profonde, ben, on se retrouve en dépression. Et mon père a récupéré mon fils de 1 an parce que j'allais trop mal et que j'arrivais plus à m'en occuper. Et je me suis dit que... Son père a récupéré son fils de 1 an. Alors là, si vous lisez entre les lignes, c'est aussi le but de ces vidéos, c'est où est le... Pourquoi c'est son père à elle et pourquoi c'est pas le père du gamin? Où est le père du gamin? Après, là, on peut aller sur d'autres terrains, mettre des petites hypothèses. Bon, là, il n'y a pas assez d'informations pour les glisser, ces hypothèses-là. Le père du gamin est parti, elle travaillait trop, elle n'arrivait pas à gérer et la pression professionnelle et la pression parce que, oui, qui porte l'enfant? Qui a justement ce rôle de mère? Bah, ça peut être le père du gamin, mais bien souvent, c'est aussi la mère qui doit gérer ça. Donc forcément, c'est la mère qui gère ça, c'est elle qui porte le gamin, c'est elle qui a un congé maternité, c'est elle qui ceci, qui cela de manière naturelle. Donc forcément, gérer ce rôle dans le foyer plus gérer une carrière, il y a très très peu de femmes qui peuvent gérer les deux, surtout si elle a un poste de très haute responsabilité. Plus gérer aussi la relation de couple, hein, le fait que ça continue de tourner. Là, visiblement, ils étaient peut-être divorcés à l'arrivée du gamin. J'avais échoué. J'avais échoué à me débarrasser de ma féminité, de ma douceur, de mon émotivité. J'avais échoué à me comporter en homme. Sauf que quelques années plus tard, j'ai appris que cette entreprise que j'avais dû quitter, eh bien, ça ne s'y passait pas très bien. Déjà parce que les ingénieurs qui travaillaient avec moi, ils partaient tous. Soit ils démissionnaient, soit ils partaient en congé maladie, parce qu'ils étaient en dépression. Et quand j'ai appris ça, eh bien, j'ai compris plusieurs choses. La première, c'est que c'est pas moi qui avais échoué à me comporter en homme. C'est mon entreprise qui avait échoué à créer un environnement où on aurait pu tous collaborer, chacun avec nos qualités, en gardant notre sérénité et notre dignité. Et plus largement, c'est la société qui échoue. Voilà, ça c'est ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, société, entreprise, patriarcat, éducation, mais c'est jamais une responsabilité personnelle. Elle ne va jamais avouer, la petite Emma, que c'est sa responsabilité et qu'elle n'a pas été à la hauteur. Et elle va avouer ça, enfin elle n'avouera jamais ça, 1 an plus tard, elle a un grand sourire aux lèvres quand elle apprend que, alors c'est pas la société qui a fait faillite, c'est pas ceci, cela, il y a eu quelques démissions par-ci par-là et l'environnement n'était pas sain, c'était toxique. Voilà. Et donc elle se repent de tout ça, elle est contente de tout ça. Bon, bah écoute Emma, c'est une projection de sa propre responsabilité dans la société, le patriarcat et toutes ces notions-là. Le patriarcat, on l'a pas encore entendu d'ailleurs. À permettre à des entreprises qui collaborent dans le respect de chacun de prendre leur place et qui promeuvent celles qui sont compétitives et qui encouragent l'agressivité entre les employés. La deuxième chose que j'ai compris, c'est que les ingénieurs qui travaillaient avec moi, ils étaient aussi peu à l'aise que moi dans le conflit. Ils n'aimaient pas la compétition permanente. Je pense qu'ils n'aimaient pas du tout crier ni se faire crier dessus. À mon avis, ils avaient peur parfois et souvent envie de pleurer. Pensez que le masculin, ou en tout cas ce qu'on considère aujourd'hui comme être masculin, seul est à même de faire du bon travail d'équipe, c'est une erreur. Alors à titre individuel, je pense que oui, effectivement, ça permet de préparer son ascension dans la société, de sortir son épingle du jeu, d'être le meilleur, d'être devant les autres. Mais ça ne permet pas de collaborer en équipe et de faire du travail de qualité qui respecte toutes les personnes qui vont participer. Les qualités dites masculines sont utiles, le courage, l'ambition, l'esprit d'entreprise, oui, mais sans leur complémentaire, l'empathie, l'hésitation, la prudence, une dose de peur, et bien ces qualités, elles deviennent des défauts. Alors, là, j'allais le glisser, hein. J'allais mettre le deuxième point bonus pour la petite Emma, qui là annonce que les qualités masculines sont complémentaires aux qualités féminines et viennent les deux ensemble former un tout, former un utile à la société, utile dans une famille, utile tout simplement en entreprise. Mais par contre, elle vient glisser légèrement, hop là, ça repart, sa petite doctrine féministe qui revient avec les qualités masculines sont dangereuses. J'aurais juste ajouté personnellement
le qualificatif, l'adjectif, les qualités masculines poussées à l'extrême, un trop fort goût de la compétition, etc. La prudence, une dose de peur, eh ben c'est Qu'est-ce qu'elle nous a dit? le courage, l'ambition, l'esprit d'entreprise, oui, mais sans leur complémentaire. L'empathie, l'hésitation, la prudence, une dose de peur, eh ben ces qualités, elles deviennent des défauts. Elles peuvent devenir dangereuses. Elles peuvent pousser des hommes à être violents envers eux-mêmes et envers les autres. Non, ça pousse pas les hommes à être violents. C'est ces qualités-là poussées à l'excès, ça peut créer justement des violences. Mais ces qualités-là, sans leur penchant féminin, ne sont pas violents et ne sont pas dangereuses plutôt. Elles peuvent conduire des entreprises à mener des politiques managériales toxiques. Toxiques pour les employés et qui provoquent des vagues de suicides. Elles peuvent mener des entreprises à mettre en vente par exemple du lait infantile contaminé et de ne pas le retirer même si elle le sait en se disant que ça va passer. Oui, alors petit retour d'expérience, on va balancer les dossiers sur cette chaîne YouTube. J'ai travaillé pour une certaine société, il n'y avait que des femmes au pôle qualité et pourtant ça n'empêchait pas certaines dérives, un énorme gaspillage, donc là on n'était pas du tout dans l'empathie, et des pratiques qui n'étaient pas forcément très recommandées, des scandales qui éclatent. Pourtant au pôle qualité de ces entreprises agroalimentaires, on n'y retrouve que des femmes qui piaillent d'ailleurs à la machine à café. Donc j'ai travaillé là-dedans, enfin j'étais en stage là-dedans, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais vraiment été salarié de ma vie, mais en tout cas, sachez-le, les femmes peuvent également pousser des fois à tout ça. Donc là, elle essaye de pousser un petit peu les hommes en disant les hommes sans les femmes, vous n'êtes rien. Quand même, attention. Ou d'autres entreprises à déverser des produits toxiques dans la mer, là où on sait que des gens se baignent ou pêchent des poissons qu'on va consommer. Ou des entreprises qui produisent et vendent des armes sans se préoccuper, voire en se réjouissant de ce à quoi elles vont servir. Sans se préoccuper de à quoi elles vont servir. Quand tu vends des armes en fait. Que tu vends des armes, tu tues des gens en fait. Je vois pas vraiment le... sans se préoccuper de savoir à quoi elles vont servir. Alors à moins que tu vendes des 12 pour aller chasser, auquel cas tu permets aux gens de se nourrir et de réaliser un sport ancestral français fort sympathique. Mais quand tu vends des calaches, voilà, se préoccuper d'à quoi va servir la calache, on est à peu près tous certains d'à quoi ça va servir. Hein. Là, Emma, elle vit vraiment dans le déni. Hein. Notre monde aujourd'hui, il a été construit par et pour des hommes. Bah oui, il a été construit par des hommes. Après, pour des hommes, tu as ta place sur scène. Je sais pas qui a créé TED, c'est peut-être un mec. Donc pour des hommes, non, on te laisse la parole, on te laisse t'exprimer. Je fais même une vidéo d'analyse de toi. Donc est-ce que c'est un monde créé par des hommes? Oui, mais pour des hommes, non. Les femmes ont totalement leur place dans le monde actuel. Petit abus de langage là-dessus. Emma qui perd des points sur la fin de cette vidéo. Les hommes à qui on dit depuis tout petit qu'il ne faut pas être empathique, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas dire quand on est triste, qu'il faut être toujours le meilleur, toujours dans la compétition. Et le monde dans lequel on vit, il est à l'image de ces hommes. Il est concurrentiel, impitoyable et sur le déclin. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue la compétition, la loi du plus fort, pour voir jusqu'où ça nous mène? Oh là là, nous a mis Kim Jong-un avec Trump et c'est marqué « Mon bouton est plus gros que le tien ». On prend un instant pour essayer de redresser la barre. Moi, ce que je pense, c'est qu'on... De redresser la barre. Le monde est en déclin. Alors bon, ça fait pas mal d'années qu'on entend « le monde est en déclin, le monde est en déclin ». Oui, le monde est en déclin, visiblement, du coup, c'est à cause des hommes. Bon, c'est un peu sa conclusion par-dessous le manteau. On devrait tous se mettre en pause quelque temps. On devrait se mettre... Alors, on s'est mis en pause. Emma, elle était d'ailleurs visionnaire. Attention. Théorie du complot, triangle, t-shirt satanique. Là, bizarre, Emma. Il y a 4 ans, on a eu quoi il y a 4 ans?
Hein, la conférence date de 2018. Bizarre ça, dis donc. Et puis chacun retrouver la totalité de nos émotions, la partie dont on nous a privés quand on était petit. Alors pour nous les femmes, ça va impliquer de retrouver confiance en nous, la confiance de se mettre en colère quand on se sent agressé ou dérangé, prendre la place qui nous revient légitimement, parler fort, trouver enfin le sens, la légitimité de valoriser nos qualités d'empathie, leur donner une vraie place dans la société. Et puis pour les hommes, ça pourrait bien consister à enfin retirer de leurs épaules ce poids invisible mais permanent de devoir toujours être fort, confiant, avoir l'air de savoir où on va et de ne jamais pouvoir s'autoriser à pleurer. Pouvoir enfin parler de ses émotions, se montrer sentimental sans avoir peur d'être traité de fille. Bah oui, mais Emma, soyons un peu sérieux 2 minutes. Soyons sérieux 2 minutes. Dites-moi, les amis, en commentaire, si vous pensez que son petit discours utopique... Alors, il fallait que le monde se mette en pause. Bon, ça on s'est bien mis en pause. Il fallait que le monde retrouve le côté émotionnel. Bon, je pense qu'avec tout ce qu'on a entendu, toutes les peurs, toutes les émotions qu'on a pu ressentir pendant cette période incertaine, pendant 1 an et demi, 2 ans, je pense qu'on s'est tous reconnectés à tout ça. Mais là, Emma nous parle de poser le poids de nos épaules, le poids de la virilité, mettre tout ça de côté. Eh bien, je veux bien, ouais, je veux bien. Mais dans ce cas-là, je mets la clé sous la porte. La compétitivité de charisme développement n'existera plus. Et puis, je me reconvertis. Alors, dans quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est un petit peu prometteur? Community manager, quelque chose comme ça, hein? Emma, elle a essayé d'aller chercher des émotions qui n'étaient pas... Emma, elle n'a pas valorisé les émotions féminines. Emma, elle valorise pas l'empathie au quotidien. Elle valorise pas toutes ces notions-là. Et après, elle vient nous dire, bon, il faudrait quand même qu'on renoue avec notre naturel, mais pas forcément, etc. Bon, c'est vraiment ultra utopique. Elle vit sur un autre monde, elle est dans un déni pas possible. D'ailleurs, ça se voit même à sa tête, hein. Là, j'ai fait une pause, mais Se montrer sentimental sans avoir peur d'être traité de fille. Tout le long du discours, elle a fait ça. Elle a eu cette bouche fermée, voilà. C'est ce côté un petit peu à la fois frustré, à la fois honteux, à la fois dans l'incapacité de savoir que son discours va être percutant, va toucher quoi que ce soit et va changer quoi que ce soit. Elle sait très bien que son discours ne sert strictement à rien. D'ailleurs, il a bidé sur TED Talk. On voit les autres qui sont à 700 000, 300 000, bon 2000, mais c'était 2000 il y a 1 an. Les révolutions féministes. 2000 pour un média qui a 37 millions d'abonnés. Je pensais avoir un mauvais taux d'engagement, je crois qu'on a trouvé mieux. Et peut-être qu'une fois qu'on aura fait ce travail, on va se rendre compte qu'on n'est pas vraiment différents, les hommes et les femmes, que ces catégories, elles ont quelque chose d'artificiel, et qu'en fait, on est plutôt des êtres humains. Et si nous, on change, c'est possible que notre regard sur la société, il change aussi, qu'on commence à se demander après quoi on a couru tout ce temps. Pourquoi on voulait être meilleur que les autres, toujours le premier, toujours dans la réussite. Et nos priorités vont sûrement changer. On va avoir envie de se tourner vers nos proches, prendre soin de ceux qui en ont besoin, s'intéresser à l'humanité, à la planète sur laquelle... Mais si tu veux réussir, c'est bien pour faire plaisir un petit peu à tes proches, Emma. Si tu as des parents qui ne gagnent pas des millions et que tu es un enfant, ou d'ailleurs j'en ai certains parmi vous, très motivés, très chauds, ça me fait toujours plaisir de vous avoir par téléphone, des personnes qui déboulent d'Afrique, qui viennent en France faire des études sérieuses. Je ne parle pas de ceux qui viennent et qui foutent le bordel dans le pays, mais je parle de ceux qui sont en études de droit, d'économie, d'informatique, et qui sont très très motivés, et qui se forment avec moi à la communication et à toutes ces notions-là. Et ben toutes ces personnes-là qui cherchent la réussite, c'est bien aussi derrière pour pouvoir en faire profiter leurs amis, leur famille, leurs copines, leur entourage. Parce que si on n'a pas une certaine réussite, si on n'évolue pas dans la société intellectuellement, financièrement, socialement, en termes de connaissances, de réseau, etc., je veux bien me tourner vers les personnes proches de moi, mais je vais rien avoir à leur offrir si je réussis pas. Si je développe pas des compétences dans le domaine sportif, si je développe pas un bon physique, je vais me tourner vers mes proches en disant alors on va tous se regarder dans le blanc des yeux, quoi. Et puis,
Moi, ce que je pense, c'est que ce travail, pour nous, il va être difficile à faire parce que on a... Ah, elle sait quand même, elle le sait. En fait, c'est vraiment un discours de gauche typique. C'est-à-dire que mais c'est vraiment un discours de gauche quand même. La personne au fond d'elle, elle le sait. Elle le sait que c'est irréalisable. Elle le sait que changer toute la société, le capitalisme se base sur la compétitivité. C'est-à-dire que la bienveillance, toutes ces notions-là, ça marche dans certains secteurs d'activité, pendant une certaine période donnée, dans un certain milieu. Mais grossièrement, on est quand même sur des sociétés qui ferment parce que d'autres ont pris le pas dessus, des sociétés qui rachètent des autres, etc. Et en fait, je crois qu'elle le sait. Tout le long de son discours, je crois qu'elle sait que ça sert strictement à rien son discours. Et elle a quand même une lueur de lucidité et de discernement. Des dizaines d'années de construction à défaire derrière nous. Ah voilà, destruction des genres, destruction de la société. On est sur une woke, tout simplement. Et on peut l'éviter aux générations qui viennent. En élevant nos enfants comme des enfants, des humains, pas comme des garçons et des filles. En arrêtant de considérer le masculin comme une insulte et le masculin comme un compliment et le féminin comme une insulte. Mais les deux sont une insulte, et je suis persuadé que dans les vestiaires des filles, il y a des filles qui se sont fait moquer de garçons. Faut arrêter, Emma. Mais d'ailleurs, elle-même a dû se faire moquer de garçons et on a dû se foutre d'elle quand elle était plus jeune ou même plus tard. Hein. En laissant nos petites filles être turbulentes, se mettre en colère, en les laissant prendre la place qui leur revient. Et en laissant nos garçons pleurer, montrer leur sensibilité. On voit ce que ça donne, hein, des cocus goûteurs, candos sadiques, comme diraient certains, si vous avez la référence. Dire quand ils ont peur, parler de leurs émotions. Et moi, ce que j'espère, c'est que ces enfants, ils vont trouver beaucoup plus tôt que nous leur équilibre. Et ils vont devenir des adultes équilibrés. Et ce que j'espère, c'est que la somme, plus tard, de tous ces adultes qui auront trouvé leur équilibre, va former à son tour une société empathique, collaborative et équilibrée. Merci. Eh bien, merci Emma pour ton intervention. Cela m'a permis de rééquilibrer justement tout ça. On a eu quelques petits cartons. Alors, c'est pas des cartons jaunes, hein, c'est des cartons positifs, c'est des bons points que j'ai distribués à Emma sur la complémentarité. C'est bizarre d'ailleurs son discours parce qu'à un moment donné, elle nous a parlé de complémentarité. Elle nous a dit que des notions masculines étaient complémentaires aux notions féminines et c'est d'ailleurs ce que je vous invite à créer, que ce soit dans votre couple, dans vos relations, c'est cette complémentarité-là. C'est un petit peu le mot de la fin, c'est un petit peu l'objectif aussi de ces différentes vidéos. Allez chercher des notions là où vous n'aviez peut-être pas repéré ça au premier abord, vous faire découvrir des pépites qui sont sur Internet. Petit like sur la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Vous avez aussi la possibilité de vous exprimer en commentaire, me dire un petit peu ce que vous en pensez de tout ça. Le programme Life 2.0 pour tous les hommes qui aimeraient reprendre le contrôle sur leurs émotions, savoir mieux les exprimer, est dans la description de la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine, mes futurs leaders, pour une prochaine vidéo.